Bonjour, toujours accompagné des quatuors de Beethoven par le groupe Eben, offert sur YouTube, mais évidemment je ne peux pas citer, je n'ai pas l'autorisation pour le faire. Ici l'opus 132 si j'ai bien compris. Très très agréable évidemment de lire en même temps l'introduction de Jean Escarrat pour ce livre consacré au quatuor de Beethoven, de Marliave. Et là, c'est l'introduction, donc, page 11. C'est donc la deuxième partie, version YouTube. Vers 1818, environ, on voit s'affermir, chez l'artiste, c'est-à-dire chez Beethoven, des tendances nouvelles. Et les œuvres caractéristiques de cette seconde manière, la troisième de Lenz, sont les sonates de piano numéro 28 à 32, opus 101 à 111, de 1818 à 1822, les deux sonates pour piano et violoncelle, opus 102, 1818, la messe en ré, opus 123, achevée en 1822, l'ouverture en ut, opus 124, 1822, la 9e symphonie, opus 125, 1822, et les derniers quatuors, numéro 12 à 16, opus 127 à 135, de 1825 à 1827. On comparerait, dit de Lenz, L-E-N-Z, la troisième manière de Beethoven à la seconde partie du Faust de Goethe. Faust, F-A-U-S-T, Goethe, G-O-E, O-E étant accroché, T-H-E. Les idées qu'il écrivit alors, dans un style exceptionnel, de mystique révélation, sont toujours compliquées. Elles sont les manifestations de sa pensée, quand elle appartenait à une vie exceptionnelle, s'écoulant en dehors de l'existence réelle. Une surdité complète le séparait alors des impressions extérieures. Il ne reproduisait plus l'humanité, le monde, tels qu'ils sont, mais tels qu'il voulait qu'ils fussent, ou qu'il les supposait être. Fruit d'une immense méditation, dont il n'y a pas d'exemple, la troisième manière de Beethoven n'a plus la spontanéité des deux premières, mais elle a, et aura jamais, l'intérêt de montrer le génie aux prises avec les réalités. Tout en s'appuyant sur les données de notre sphère d'impression, Beethoven la dépasse et la continue au-delà des limites qu'elle a pour nous. Une certaine recherche, la recherche du génie, toutefois, remplaça l'essor prime-sautier de l'idée, un parti pris, profondément médité, les impressions de la jeunesse du cœur. Fin de citation de Lenz, page 66, donc évidemment de l'époque. Dans le détail, cette conception comporte des tonalités rares, quatuor en ut dièse mineur opus 131, une plus grande fréquence de transition, Gloria de la messe en ré, des combinaisons étranges, des idées qui semblent s'exclure. Page 12 de cette introduction. L'intérêt répandu dans les épisodes, je cite, là on cite donc Lenz, page 83, l'intérêt répandu dans les épisodes l'emporte désormais sur l'importance de l'idée première. La sympathique limpidité des idées n'est plus, il se complaît dans un plus formidable développement des ressources scolastiques de l'art. Fin de citation. Concernant le quatuor, on trouve dans une brochure de Sauzet, S-A-U-Z-A-Y, dédiée à Ingres le peintre, I-N-G-R-E-S, donc notamment donc c'est une édition de 1861 de Sauzet, Haydn, Mozart, Beethoven, études sur le quatuor. Donc, fin de la petite note, je reprends la phrase. Concernant le quatuor, on trouve dans une brochure de Sauzet dédiée à Ingres l'indication de quelques caractéristiques de la première manière.
1. Importance égale des 4 parties dans la construction de la composition, de façon que l'intérêt soit également réparti entre tous les instruments. 2. Développement thématique beaucoup plus étendu à tous les points de vue de la technique, harmonie, rythme, division de la mesure, etc. 3. La phrase mélodique presque plus préparée que résolue. 4. La succession de mouvements pareils qui s'enchaînent l'un après l'autre, dans le même temps. 5. Une grande quantité d'indications sur les accents, d'explications, d'épithètes, parmi les précautions prises par l'auteur pour obtenir avec facilité une variété de coloris répondant à ses intentions sur l'expression musicale. D'après un exposé de M. Dindy, D''INDY, analyse des 17 quatuors de Beethoven d'après les notes prises à la Schola Cantorum de Paris au cours de composition de M. Vincent Dindy, recueilli et rédigé par M. Coindreau, pages 14 à 16. Voici un résumé des principales innovations. De Beethoven dans la technique du quatuor à cordes. 1. Forme des mouvements. A. Coupe premier mouvement dans 5 morceaux. La première idée n'est pas à la dominante ou à la relative du ton principal. Page 13. Dans 3 morceaux, elle est à la tierce majeure inférieure. Dans 2, à la tierce majeure supérieure du ton principal. B. Andante ou andante. Beethoven lui donne souvent la forme premier mouvement, ce qu'il ne fait jamais dans les sonates de piano. Il rejette la coupe, andante binaire, et n'admet qu'une fois la coupe. Sonate sans développement. Un andante est fait d'une phrase isolée. C. Scherzo. S-C-H-E-R-Z-O. Celui du 7e quatuor, opus 59 numéro 1, est un nouveau type qu'on retrouve dans les 7e et 9e symphonies et dans le trio opus 97. D. Coupe rondo se rencontre dans 5 pièces où le rondo est exposé 3 ou 4 fois. Rondo, R-O-N-D-O. 2. Forme cyclique. 1. Rapport mélodique. Ils sont sensibles dans l'emploi d'introduction génératrice de l'œuvre. 14e quatuor. 2. Rapport harmonique. Le plan tonal, très étudié, est ordinairement construit sur l'arpège de l'accord parfait. Les pièces qui suivent le premier mouvement sont fréquemment à la tierce inférieure, à la relative ou à la sous-dominante du ton principal. L'emploi de la sous-dominante du ton principal se justifie par le motif que ce ton destructeur a le temps de s'effacer à travers le nombre plus grand de morceaux. La dominante n'est jamais la tonalité principale d'une pièce, ce qui évite la monotonie. 3. Rapport rythmique. Ils aboutissent à la création du mouvement médian qui affecte différentes formes. A. Une forme premier mouvement, 7e quatuor. B. Une forme variation, à la danza tedesca, 13e quatuor. C. Une forme suite, numéro 2 du 14e quatuor, à la Marcia, 15e quatuor. D. Un retour au scherzo par la suppression du trio. Page 14. Et l'introduction, dans une tonalité nouvelle, d'un élément neuf qui n'est pas une seconde idée. 3 quatuors ont 2 mouvements médians, les 13e, 14e et 15e quatuors. Le mouvement lent est placé sur le second dans 9 quatuors, le 3e dans 5 quatuors. 3 quatuors ont 2 mouvements lents, les 6e, 13e et 14e quatuors. Le rondo, après suppression totale, reparaît dans les quatuors de la dernière époque, 11e et 15e, voire sonate de piano, opus 90. Du point de vue technique, l'art des derniers quatuors est dominé par l'emploi de la grande variation. Les mérites de cette formule ont été proclamés dans son adaptation aux nuances modernes de notre sensibilité. Voir Vincent Dindy, cours de composition musicale, 2e livre, première partie, chapitre 4, page 473. Une formule, à vrai dire, est en soi peu de choses.
toutes deviennent caduques quand l'art est éternel. Allier trop étroitement celui-ci à celle-là, on risque d'avoir périodiquement à renier toute la production d'une époque. Infiniment souple lorsqu'elle sert de support à la mélodie continue, la grande variation peut parfois conduire à un métier trop stéréotypé. De l'un et de l'autre résultat, les derniers quatuors présentent également des exemples. Le métier de Beethoven, entre guillemets, dans ses dernières œuvres, est souvent laborieux. Sa musique semble parfois écrite pour le papier plutôt que pour l'oreille. Ses contemporains lui adressaient de puérils reproches à propos de dissonances qui n'émeuvent plus nos oreilles blasées. Mais il y a autre chose que des dissonances dans la fugue opus 133. À cette facture âpre et pénible, on peut préférer celle du premier allegro du 7e quatuor, opus 59, numéro 1, construit tout entier en forme de libre divertissement et qui est peut-être le point culminant de l'habileté technique de Beethoven, envisagée d'un point de vue purement scolastique. Page 15. Les nouveautés d'écriture, rares avant l'opus 127, se multiplient par la suite. Le 13e quatuor, opus 130, en présente d'admirables qui seront signalés à leur place. Surtout, il se montre en cela très moderne, Beethoven a manié le rythme avec une maîtrise incontestée. Toutes ses œuvres renferment un mouvement, scherzo ou ses dérivés, offrant une somptueuse diversité de maîtres, par quoi il fait pressentir la production des écoles russes et espagnoles contemporaines. Aussi bien, cet élément essentiel et quasi instinctif de la musique s'accommode-t-il d'une écriture relativement moins raffinée et moins savante que celle qui convient aux combinaisons harmoniques. Absorption de la forme par le fond, intimité, concentration, spiritualisation, pour tout dire d'un mot, tels sont les traits dominants du style des derniers quatuors. Petite note, on peut voir le point culminant de ces tendances dans le numéro 3 du quatuor en ut dièse mineur, opus 131. Debussy a écrit de Beethoven, je cite, dans la Revue Blanche du 1er mai 1901, « Il n'était pas littéraire pour dessous, au moins pas dans le sens qu'on attribue aujourd'hui à ce mot. Il aimait orgueilleusement la musique. Elle était pour lui la passion, la joie si durement absente de sa vie privée. » Je rappelle évidemment Debussy, D-E-B-U-2-S-Y. Je continue la citation. Donc, elle était pour lui la passion, la joie si durement absente de sa vie privée. Un petit cahier où sont notés plus de 200 aspects différents de l'idée conductrice du final de cette symphonie, la 9e, témoigne de sa recherche obstinée et de la spéculation purement musicale qui le guidait. Fin de citation. Écrite en réaction contre les commentaires qui défigurent une composition, les interprètes qui substituent leur pensée à celle de l'artiste et les faiseurs de programmes à tout prix, ces lignes méritent d'être approuvées. À les tenir, on passe maintenant à la page 16, à les tenir en revanche pour l'expression d'un jugement définitif sur une œuvre complexe, on risquerait à mon sens de s'abuser. Du moins faut-il s'entendre sur les expressions musicien littéraire et spéculation musicale. Beethoven est un musicien littéraire, ah, ça tombe bien. Ah ouais, voilà, la musique littéraire, tiens, ça peut être le titre de mon groupe, la musique littéraire. Beethoven est un musicien littéraire dans la mesure où il est un musicien romantique, car qui dit romantisme dit littérature. Romantique, qu'est-ce à dire? Si l'on s'en tient à une formule chère à Rémy de Gourmont, que je salue bien bas puisque je l'aime beaucoup, voyant dans le romantisme, où qu'il paraisse, la prédominance de la sensibilité sur la raison, on reconnaîtra ce trait dans nombre d'œuvres où l'artiste, même avant sa dernière manière, se raconte, explique son état d'âme du moment, s'essaie même parfois à expliquer son explication. L'opus 127, par exemple, annonce d'une manière évidente une œuvre
d'un romantique incontesté, le quatuor opus 41 numéro 3 de Schumann, S-C-H-U-M-A-2-N. Ça s'excite. C'était la fin de la deuxième partie de cette introduction. Ah non, il reste une page. Alors on termine, il reste une page. Surtout avec cette envolée, toujours dans le quatuor. Alors ça c'est le numéro que je suis en train d'écouter. Je me souviens plus, c'est le quatuor numéro 15 A minor, mais en anglais, en français, je sais pas comment ça se dit. Numéro 15, donc opus 132. L'avantage, au moins, les opus sont les mêmes, quelle que soit la langue. 1, 3, 2, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, 132. Donc je termine cette petite page, 2 pages à peu près, qui me reste à lire. Donc toujours page 16. Cette prédominance de la sensibilité dans les derniers quatuors mérite d'autant plus d'être mise en lumière que la sensibilité de Beethoven, à cette époque de sa vie, présente des caractères spéciaux. C'est d'abord la réaction joyeuse aux crises de douleur, si fréquentes dans les opus 127 à 135. Chez le maître, toute tristesse est alors source de création, et souvent de création heureuse. Ça, c'est, on croirait, vraiment une idée très très bouddhiste, de changer la douleur en création, source de création. Il semble que sa sensibilité, surexcitée par le chagrin, prenne sa revanche dans un orgueilleux triomphe de sa force. Et toujours des périodes d'abattement et de dépression sont suivies de sursauts de féconde allégresse. N'est-ce pas dans une de ces heures de désespoir à quelques semaines de sa mort qu'il a écrit sa dernière pièce, le final du 13e quatuor, opus 130, d'une exubérance de kermesse, page 17. C'est ensuite la nature profondément intime, concentrée de cette sensibilité, qui désormais ne connaîtra plus qu'exceptionnellement l'extériorisation vibrante des œuvres de la première époque, opus 59 par exemple, mais se rétractera d'ordinaire en un hermétisme jaloux, dont l'influence sur la technique et l'écriture des derniers quatuors est manifeste. Rares seront, dans cette période, les confidences plus spontanées de l'artiste, ses expansions de joie et de douleur. Cavatine du 13e quatuor, opus 130, finale du même, finale du 14e quatuor, opus 131. En revanche, que de pudeur, que d'hésitation à révéler les secrets de son cœur dans certaines pièces, l'adagio du 12e quatuor, opus 127, andante du 13e, numéro 4 du 14e, adagio du 15e quatuor, opus 132, dont seules les ressources infinies de la grande variation parviendront à dévoiler lentement, comme à regret, et avec de constantes réticences, la signification douloureuse, tels ces chagrins intérieurs qui ne se connaissent qu'à de silencieuses larmes perlant aux franges des cils. Considérons en effet ce que furent les dernières années de l'existence de l'artiste, sa tendance naturelle à se replier sur lui-même, aggravée par son infirmité, sa misère, son irritabilité, enfin la torture de son cœur, sans cesse aimant, jamais aimé, furent les causes qui favorisèrent, jusqu'à l'exaltation, sa vie intérieure. Il s'enferma de bonne heure dans un bourg, B-U-R-G, un peu farouche, où il vécut d'illusions, de souvenirs et de regrets. Cessant de croire à l'amour après que ses premières amours eurent été malheureuses, aux libertés publiques, quand son héros fut devenu tyran, il se bâtit un monde intérieur merveilleux en échange de ce monde réel qu'il ne pouvait ou ne voulait plus connaître. Et pour chanter ce monde né de lui, il créa ce langage sonore exceptionnel, dont les moindres flexions possèdent une valeur expressive, à laquelle la musique n'avait pas encore atteint,
sinon peut-être dans l'œuvre dramatique de Mozart. Page 18, les dernières pages de cette introduction. Ainsi, dans cette poursuite obstinée du thème définitif à travers ses multiples aspects, poursuite qui s'étend aux parties secondaires et jusqu'aux détails de la composition, il ne faut pas voir, à mon sens, contrairement à l'opinion de Debussy, un Beethoven guidé par une pure spéculation musicale. C'est là le travail d'un artiste en qui le souci d'accroître la perfection technique d'une œuvre procède avant tout de la volonté d'en modeler plus fermement les contours. Ce qui peut-être demeure de la notion de spéculation musicale, c'est que l'art des derniers quatuors, où une forme raffinée fait étroitement corps avec un fond très complexe, semble souvent dépouillé de l'humanité dont il représente pourtant les palpitations. On se prend à ne plus pouvoir dissocier les jeux sonores des battements du cœur de l'artiste. C'est un art où l'on sent parfois plus de cérébralité que de tendresse, et surtout que de sensualité. Un art qui a quelque chose d'ascétique, de surhumain, art d'exception, qui rompt les anneaux de la chaîne. À cette œuvre unique, conçue dans la souffrance d'une âme repliée sur elle-même, il manque peut-être ce souffle de vie que donne la divine volupté. Car, plus que la souffrance, la volupté est un sûr moyen de se connaître, et le mot du poète est profondément vrai qui a dit, mais hélas sans traduction française, et c'est dit en italien, moi qui ne connais absolument pas l'italien, j'ai fait de l'allemand mais pas d'italien. Alors il s'agit d'une citation de Gabriele D'Annunzio, Il Fuoco, page 101. Donc là je lis la petite note. On peut noter à ce propos qu'une comparaison entre Mozart et Beethoven, envisagés l'un et l'autre comme représentant deux états différents de la sensibilité musicale, apporterait des précisions intéressantes dans l'étude des nuances subtiles qui séparent les derniers quatuors de l'art purement classique. Et donc la dernière citation, on demandera peut-être à mon ami italien de le lire. S'insigna che il piacere è il più certo mezzo di conoscimento offertoci dalla natura, e che colui il quale molto ha sofferto è men sapiente di colui il quale molto ha godito. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très beau. À bientôt sur Chamrou Télé. Et merci de me pardonner d'avoir écorché la très belle langue italienne, mais voilà, la version chamounesque, ça devient un truc qui n'a absolument rien à voir, sans doute. Et donc là, c'était la fin de l'introduction, et donc fin de la deuxième partie de cette introduction de Jean Escarrat pour cette introduction et note à l'occasion de Joseph de Marliave sur les quatuors de Beethoven. A bientôt sur Chamrou, version musicale ou musique littéraire.